L'éloquence est l'art de bien parler, l'aptitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir, de persuader. C'est maîtriser sa pensée dans l'action grâce à l'art oratoire. Le concours d'éloquence est destiné à évaluer la capacité du candidat à mobiliser toutes ces techniques pour laisser une trace pérenne dans l'esprit de son public. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la finale du concours d'éloquence des lycéennes et lycéens, la 3e édition des Libres Parleurs de Montreuil. Depuis 3 ans, nos jeunes oratrices et orateurs ont pu bénéficier de l'expérience et des conseils de Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, spécialisé en rhétorique et négociation, enseignant au sein de grandes écoles, auteur, politologue, chroniqueur sur la chaîne du service public et même streamer à ses heures perdues. C'est avec un grand plaisir et sous vos applaudissements que je passe la parole à Monsieur Clément Viktorovitch pour la présentation de cette grande finale. Bonsoir Montreuil. On va recommencer. Bonsoir Montreuil. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être ici, présentes pour la grande finale des Libres Parleurs de Montreuil, le concours d'éloquence des lycéennes et lycéens. Mesdames, Messieurs, ce soir, devant vos yeux ébahis et devant vos oreilles émerveillées, vous allez voir 10 jeunes lycéennes et lycéens se succéder pour plancher, pour répondre face à vous à peut-être la plus grande des questions, celle qui nous taraude toutes et tous dans cette année très politique. Faut-il abandonner la politique ? Eh bien, c'est cette question que 10 jeunes oratrices et orateurs vont se poser devant vous. Ils vont y répondre avec leur réflexion, leur état d'esprit de jeunes lycéennes et lycéens. Ils vont vous émerveiller, vous charmer de la mélopée de leur voix et vous montrer qu'ils sont de brillants orateurs, oratrices au terme de cette soirée. Nous désignerons, notre jury désignera le meilleur ou la meilleure jeune orateur ou jeune oratrice de Montreuil. Mais en fait, tout ça, c'est pas très important. C'est bien, on va passer une merveilleuse soirée, mais c'est la cerise sur le gâteau. Le plus important, c'est ce qui s'est passé avant et que vous n'avez pas vu. Et donc, je vais vous le raconter. Ce qui s'est passé avant, c'est 3 mois. 3 mois pendant lesquels tous les jeunes de Montreuil qui le désiraient, tous les jeunes scolarisés en lycée public qui le désiraient, ont pu se former à la rhétorique. Pendant 3 mois, tous les jeunes, les lycéens et les lycéennes de Montreuil, ceux qui le voulaient, ont pu apprendre à prendre la parole, à s'exprimer, à argumenter leurs pensées, à défendre leur point de vue, à devenir même peut-être un petit peu agaçant pour leurs parents, agaçant pour leurs amis, demain peut-être agaçant pour la municipalité, parce que des citoyennes et des citoyens qui savent parler, ça peut devenir vite agaçant, un peu remuant, mais c'est pire que ça, ils ont appris également à décrypter les discours, à décrypter les prises de parole, à mettre à distance tout ce qui leur était proposé par, bien sûr, les hommes politiques, mais également la publicité, bien sûr, leurs professeurs également. Bref, vous l'aurez compris, aux Libres Parleurs de Montreuil, nous avons passé 3 mois à former des jeunes lycéens embêtants, difficiles à gouverner. Et nous en sommes très heureux. Parce que figurez-vous que de jeunes lycéens et lycéennes difficiles à gouverner, c'était l'idéal d'un monsieur qui s'appelle Jean-Antoine Nicolas de Carita. Jean-Antoine Nicolas de Carita, plus connu sous le nom du marquis de Condorcet, qui a donné son nom à l'un des lycées de Montreuil. Est-ce que Condorcet est dans cette salle, s'il vous plaît ? Eh bien, c'est lui ! C'est Condorcet qui, pendant les Lumières, écrit qu'une démocratie fonctionnelle, une démocratie digne de ce nom, doit pivoter sur des citoyennes, des citoyens difficiles à gouverner. C'est de cela qu'il s'agit. Vous en voyez ce soir le résultat. Et ce soir, pour juger de la force et de la pertinence de ces 10 prises de parole, nous avons un jury merveilleux. Un jury dont le premier membre
est ici pour incarner à lui seul cette noble, cette belle institution qu'est l'éducation nationale. Il représente l'instruction, l'éducation républicaine à lui tout seul. Il la personnifie. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Antoine Chalex. Mais ce n'est pas fini! Dans le jury, il nous fallait également une scientifique du langage, une femme capable de lire à travers les mots et les arguments, une docteure en sciences de l'information et de la communication, une maîtresse de conférences à l'université Paris-Est-Créteil, celle qui décrypte le langage et les discours comme personne. S'il vous plaît, un fracas de vos plus beaux applaudissements pour Alice Cric-Planck. Mais ce n'est pas tout! Ce n'est pas tout! Il nous fallait également, ce soir, l'homme qui, lui, le seul, l'homme qui incarne les nouvelles technologies, les nouvelles communications, la nouvelle information, celui qui a eu une vision il y a 10 ans, il s'est dit, la politique demain se passera sur Twitch. Cette année, sur Twitch, il a interviewé presque tous les candidats et les candidates à la présidentielle. L'homme qui parle à tout le monde en direct, qui réussit à rendre intéressantes les séances de questions gouvernement, c'est quand même pas rien, s'il vous plaît. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Jean Massière. Mais ce n'est pas fini! Parce que dans ce jury, nous avions besoin d'un œil artistique, nous avions besoin de mélodies, de musique, de symphonies même, de celles dont les mots sont une mélopée et dont la musique est un langage. Elle est auteur, interprète, compositeur, poétesse, elle écrit un livre, elle sort un album. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, faites un fracas, un roulement d'applaudissements pour Clou, évidemment. Mais il y a encore quelqu'un! Il y a encore quelqu'un et lui, il enseigne l'éloquence. Il a donné éclat aux mots, à la parole, au concours. Il personnifie à lui tout seul la capacité à convaincre, à argumenter. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, faites un accueil digne de ce nom. Je veux des applaudissements pour Maître Bertrand Perrier. Et enfin, celui sans qui nous ne serions pas là. Celui sans qui nous ne serions pas là, il a eu l'idée de ce concours. Il a eu plus que l'idée de ce concours, il a eu la volonté de ce concours. Il y a mis toutes ses forces, toute son insistance pour qu'il existe. Il nous prête la salle, il est chez lui, ici, ce soir, à Montreuil, avec vous. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, vos plus beaux applaudissements pour Monsieur le maire de Montreuil, Patrice Bessard. Lorsque fut aboli l'esclavage, lorsque le travail des enfants fut interdit, lorsque les femmes acquirent le droit de vote, lorsque le droit aux soins médicaux fut instauré, tout, absolument tout, commença par le combat. Rien de grand, rien de juste, rien, absolument rien qui ne naisse dans le feu ardent d'âme éprise de justice et décidée au combat. Nous sommes appelés, chaque génération est appelée. C'est ainsi que depuis les temps les plus reculés, l'humanité progresse. Chaque génération, en proie à l'injustice et aux folies de son temps, doit répondre à deux questions, pas plus. Deux questions qui résument tout. La première, quelle est notre mission? La seconde, serons-nous à la hauteur de notre mission ou la trahirons-nous? Voilà à mes yeux les deux questions inlassablement posées à nous
les vivants, par toutes celles et ceux qui nous précèdent et toutes celles et ceux qui nous suivront. Quelle est la mission de notre génération ? Qu'est-ce qui mérite que nous y consacrions une partie de notre vie ? Quel est notre combat ? À cette heure, au Pakistan, des oiseaux tombent du ciel, évanouis en plein vol, victimes d'une chaleur trop grande. Dans de nombreuses parties du globe, nous dépassons les températures maximales de survie pour notre espèce. Des millions de personnes supplémentaires seront chaque année poussées sur les routes de l'immigration car leur terre devient inhabitable. Ici même, nous vivons maintenant depuis un mois des températures anormales et c'est le peuple, ce sont les classes populaires qui, ici comme partout dans le monde, vivront en premier lieu les épreuves que notre système économique prépare. La mission de notre génération m'apparaît dès lors très claire. Il s'agit ni plus ni moins d'agir maintenant pour un changement de civilisation. Un candidat à l'élection présidentielle disait il y a quelques années qu'il regrettait que les jeunes Français ne rêvaient pas de devenir millionnaires. Pas moi, je ne le regrette pas. Ce système qui sans cesse valorise l'avoir sur l'être, la domination sur la coopération, la prédation sur le partage, nous condamne. À vous toutes et tous, jeunes de Montreuil, participantes et participants du concours d'éloquence, je veux dire que les principes qui sont à la base de ce concours sont à la fois fermes et ancrés dans un humanisme radical. Nous ne voulons pas former d'habiles perroquets, nous voulons former des citoyennes et des citoyens éclairés. Nous croyons en votre intelligence et en votre moralité. Nous pensons que la sincérité de vos convictions, que votre capacité à transmettre votre pensée et vos émotions sont bien plus importantes, bien plus utiles pour la société que la capacité à manipuler vos semblables. La République est un régime exigeant où nous sommes appelés chaque jour à décider si nous conduisons nos vies en conformité avec les grands idéaux humains. Nous avons foi dans votre esprit, nous avons foi dans votre cœur, nous avons foi dans votre vie, dans votre capacité à révéler le meilleur de l'âme humaine. Notre amitié s'adresse à votre humanité et nos espérances à l'usage que vous ferez de votre liberté. Vive Montreuil, vive la République, vive la France. Et maintenant, mesdames, messieurs, place aux choses sérieuses, place à celles et ceux qui seuls comptent ce soir. Les lycéennes et les lycéens de Montreuil, qui ont été sélectionnés pour représenter leur atelier rhétorique. Et sans plus attendre, pour répondre à cette question qui nous taraude, faut-il abandonner la politique? Je laisse la parole avec émotion à celui qui ouvre le bal. Il a 15 ans. Il est en seconde à Jean Jaurès, s'il vous plaît. Accueillez comme il le mérite, Gustave Davrinche. Il était une fois, dans une cité grecque bien connue de tous, la politique. Alors que ses sœurs étaient gouvernées par des rois bons, mauvais, des aristocrates préservant le pouvoir en perpétuant leur lignée de père en fils, Athènes développa son propre système et inventa un concept révolutionnaire, la démocratie. C'est comme ça que débutait la première version de mon discours. République, démocratie, élection, vote, tous ces termes étaient alors pour moi synonymes de politique. Et c'est normal, car nous, Français, bien au chaud sous la couette de la République,
y sommes habitués depuis la Révolution. Mais en fait, j'ai réalisé il y a 2 semaines que le terme politique définit ce qui a trait au collectif et à l'organisation d'une société. Ainsi, abandonner la politique, c'est supprimer toute forme de gestion de la société par une quelconque autorité. En d'autres termes, ça revient à permettre une forme de retour à l'état sauvage. Sans politique, nous ne sommes que des individus, seuls, devant lutter pour leurs propres besoins, sans groupe auquel appartenir. Étant donné que nous sommes en petit comité, j'aimerais vous faire une confidence. Je ne crois pas que ce soit ce que nous voulions. L'humain est un animal sociable, qui vit en groupe, qui seul n'est rien, mais possède une immense force lorsqu'il coopère avec ses semblables. La nature nous a fait pour vivre en communauté. Pensez-vous que les Égyptiens auraient réussi à construire leurs pyramides, chacun de leur côté? Les smartphones qui sont dans vos poches à tous et dans les miennes, existeraient-ils, tout Français que nous sommes? Le serions-nous encore sans la politique? Mais alors, pourquoi donc nous poser cette question? Puisque la réponse est si évidente. Il doit bien y avoir une raison. Faut-il abandonner la politique? Faut-il abandonner la politique? Pourquoi faudrait-il abandonner la politique? Quelles sont les causes qui justifieraient cet abandon? Telles sont les questions que nous devrions nous poser. Si certaines personnes suggèrent d'abandonner la politique, c'est qu'à leurs yeux, elle est défaillante et subit donc, à juste titre, des accusations en lien avec les guerres, le climat, les inégalités et autres. Malgré tout, n'y a-t-il pas un malentendu entre les atrocités que diffusent les médias et le rôle réel de la politique? Cette dernière n'est-elle pas utilisée comme le bouc émissaire des problèmes d'envergure mondiale? Et même, l'essence de la politique n'est pas faite d'hommes blancs hétérosexuels assis autour d'une table à discuter des problèmes mondiaux. La politique, c'est nous. Abandonner la politique, c'est s'abandonner à l'anarchie. Notre comportement, lorsque nous accusons l'inactivité, l'inefficacité des mauvaises politiques, me fait penser à celui d'une abeille qui naît et vit selon un rôle jusqu'à son dernier battement d'aile. Mais nous ne sommes pas des abeilles. Nous sommes des humains, les mêmes humains qui peuvent choisir de leur avenir, qui seuls vont vite, mais ensemble vont loin. Pensez-vous que Thomas Edison, qui a dû fuir le Canada, qui a dû travailler dès son plus jeune âge, aurait aujourd'hui une ville à son nom, plus de 1000 brevets scientifiques différents s'il avait critiqué le monde sans agir? Pensez-vous que Greta Thunberg, principale militante pour le climat, aurait entraîné des foules entières dans son sillon si elle n'avait pas osé se révolter? Ce que je crois, mesdames et messieurs, c'est que nous avons tous en nous la force de faire changer le monde, de changer les choses. Cette force, on l'appelle la volonté. Et c'est grâce à elle que nous prendrons ensemble notre envol vers un futur meilleur. Merci de m'avoir écouté. Gustave Davrinche, mesdames, messieurs. Merci Gustave. Et tout de suite, sans transition et pour répondre à la même question, finalement, je donne la parole à celle qui a 17 ans. Elle est en première art appliqué à Eugénie Cotton. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, accueillez avec amour Madame Avasseur. D'après le GIEC, il nous reste 3 ans. 3 ans. 3 ans pour abandonner ce cercle vicieux. 3 ans pour abandonner ce cercle vicieux. 3 ans pour raisonner ses dirigeants. Pensez-vous qu'on aura le temps? Le temps de déconstruire cette société votant pour ceux qui l'enterrent, cette humanité acceptant ses lois meurtrières. Voulez-vous continuer d'avancer? Avancer aveuglément?
piétiner sur la vérité, cette réalité où nos aînés se tuent à travailler, où nos soignants se meurent à se démener et que l'on continue à les sous-payer? Où 10% des adultes de la planète concentrent 52% des revenus mondiaux? Où l'on enfonce ces 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, de plus en plus profondément dans leur détresse? J'ai mal, j'ai honte quand je vois la France approuver ce gouvernement qui nous exploite. Je râle et ma colère monte quand je découvre un résultat aux élections immondes. J'ai peur et mes mains sont moites. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Le temps de déconstruire cette société. Vous n'aurez pas le temps de leur donner espoir. Et je n'ai pas le temps d'attendre ma majorité pour le président d'un monde dévasté. Alors je vais arrêter de croire. Croire à ces politiques. Oui, je l'abandonne. Parce qu'elle est trop lente, somnolente, insolente. Mis à part, bien sûr, quand il s'agit de leur richesse ruisselante. Mais je veux bien créer, imaginer, reconnaître une nouvelle politique. Mais je veux qu'elle soit hurlante, turbulente, innovante. D'accord? Comment faire? Quand, d'un côté, on me pousse vers mes études, mon avenir, et que de l'autre, on me dit qu'il n'y en a pas, et que c'est maintenant à nous d'agir. Que faire? Je suis troublée, brouillée, entremêlée. Dois-je me précipiter? Mais vers où? J'ai l'impression que le monde nous pousse vers ce précipice. Le monde, enfin ceux qui le dirigent. Mais imaginez cette situation hilarante, moi, seule devant une scène devant 200 personnes. Vous pensez que je serais prise au sérieux? Du haut de mes 17 ans? Non, au mieux ils prétendront et feront les ignorants. Pour monsieur le maire, je ne suis qu'une ado ordinaire. Vous me prenez sûrement à la légère. Sauf que ma peine est lourde et que mon urgence est sourde. Alors pour que ça change, j'ai besoin de vous. Aidez-moi, agissez, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous, le droit de vote des femmes n'a pas été acquis en votant. Levez-vous. Faites la révolution car il est temps. Il est temps de déconstruire cette société. Maintenant, ensemble, devenons les dirigeants. Maintenant, c'est à nous de bâtir ce pont par-dessus ce précipice. Merci. Ah bah, mesdames, messieurs! Ah ma sœur! Et pour lui succéder, il est en terminale au lycée Condorcet. Il a 18 ans. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, faites un accueil montreuillois et républicain pour Wassim Ayadi. Nietzsche dit « La politique et l'État sont les plus froids des monstres froids. Ils mentent froidement, et voici le mensonge qui rentre dans leur bouche. Nous sommes le peuple. » Vous savez, en venant ici, je me voyais déjà vous dire « Vous savez qui a gagné le premier tour? C'est l'abstention. 26% d'abstention, et c'est énorme. » Mais au final, doit-on abandonner la politique? Oui, non, peut-être. C'est ce que je me suis dit. Et en tentant de répondre à cette question, je me suis oublié. Et lorsque la question avait été annoncée, je voyais mes camarades de l'atelier savoir à propos de quoi ils voulaient discourir. Ils connaissaient leur combat. C'était impressionnant. Moi, à côté, à l'époque, pas une once de sincérité. Zéro, rien. Oublié. Mais ça, depuis toujours. Je me souviens de mes premiers débats politiques.
C'était en 2020, avec des amis. On était partis proche d'une ville à La Rochelle. Pour le dernier soir, on avait décidé d'aller réserver une table à 4. Le cadre magnifique, imaginez-vous. Une plage, la mer, le son des vagues. Et moi, à côté, je les entends parler de cet homme mort sous les coups de la police aux États-Unis. Ils me déconcentrent un peu, moi j'écoute la vague. Et ils me disent, et toi Wassim, t'en penses quoi de la police et des bavures policières? Ah ouais, non, c'est chaud, vous avez raison les mecs, c'est terrible. Et le soir venu, après avoir eu vent de la question, j'avais une insomnie. Je pense que vous connaissez tous cet état singulier. On n'est jamais vraiment endormi, jamais vraiment réveillé. Ne pouvant m'empêcher de penser études supérieures, baccalauréat, fin d'année, job d'été, permis, voter. Et chaque soir, l'insomnie récidive, je vous jure. Baccalauréat, fin d'année, job d'été, permis, voter. Chaque soir, la même chose. Impossible de m'endormir. Chaque nuit et chaque journée était la photocopie. Je photocopie. Étant incapable de m'endormir, je me saisissais de mon livre et de ma petite bougie qui dorment toujours auprès de moi. Non, je ne vais pas vous mentir, je suis là sincère. Je prenais mon téléphone, j'allais sur Instagram. Alors là, impossible de vous endormir. Ma prof me disait, si tu regardes ton téléphone le soir, t'es sûr de ne pas dormir. Mais bon, c'était plus fort que moi. Vous savez, la génération Z, ce genre de problème, quoi. Ce que je vois sur Instagram, c'est des camarades, des jeunes de mon âge, republiant des discours, des mots engagés. Et moi, qu'est-ce que je fais pour l'environnement? Contre la faim dans le monde? Alors, je me sens comme un lâche qui délaisse son humanité. Mais dans tout ça, incapable de m'endormir, je me rappelle, combien y a-t-il de lycéens en France? Combien d'entre eux passent le bac? Combien d'entre eux sont aussi anxieux que moi à l'idée de l'avenir? Et ça me rassure. Combien d'entre eux se sentent différents? Combien d'entre eux se sentent comme moi, à l'écart de tout ça? Je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas de mal à vouloir abandonner la politique. Je me souviens, récemment, j'étais parti à Lyon avec ma mère, c'était génial, belle ville. On regarde BFM TV et on voit des policiers bousculant le cortège d'une femme décédée. Elle me dit, c'est dégueulasse, éteins-moi la télé. Et vous avez le droit, faites comme ma mère. Je vous jure, éteignez la télé. Vous avez le droit de vous éloigner de la politique. Il n'y a pas de mal à ça. Mais, parfois, je me dis que notre génération à nous, on est les oubliés de l'histoire. Pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle, notre grande dépression, c'est nos vies. Ce que la télé nous montre n'a rien à voir avec la réalité. Quand je regarde la télé, je vois des gens pleins de richesses. Quand je regarde autour de moi, je me dis que ce n'est pas vrai. Et c'est là que nous devons combattre ce système. Les faiseurs de système, ceux qui sont différents de nous. Vous ne pouvez pas abandonner la politique, car si vous abandonnez la politique, vous les laissez prendre la place. On n'abandonne pas la politique. On prend la politique pour eux, contre ceux qui sont différents de nous. Mais n'oubliez jamais que Nietzsche disait que l'État était le plus froid des monstres froids, qu'il mentait froidement et que le mensonge qui rentre dans sa bouche est « Moi, l'État, je suis le peuple ». Wassim, mesdames, messieurs, Wassim, merci pour lui. Pour prendre sa suite. Elle a 16 ans. Elle est en première au lycée Jean Jaurès. Elle se demande s'il faut abandonner la politique. S'il vous plaît, un accueil chaleureux pour Farah Lamloum. Ma France est un pays démocratique. Pourtant, elle est l'un des pays dont le système politique suscite aujourd'hui le plus de défiance et d'amertume. Ma France est un pays démocratique.
où les citoyens ont le sentiment que ceux qui sont au pouvoir ne sont plus capables de renouveler le fonctionnement de la démocratie. Ma France est un pays démocratique. Il faut donc que son peuple soit entendu lorsqu'il se manifeste. Oui, France, tu es un pays démocratique, dans lequel je suis régulièrement décrite comme une citoyenne moins fiable et moins impliquée que mes aînés. Alors, faut-il abandonner la politique ? D'ailleurs, ma génération l'a-t-elle déjà abandonnée ? Suis-je, en tant que jeune, davantage dépolitisée ? Il semblerait, si l'on en croit l'augmentation régulière de l'abstention, qu'un malaise soit présent chez les jeunes générations. Je pense qu'il n'existe pas de réelle fracture entre les générations, mais davantage d'évolution de valeurs et d'approches. Par exemple, nous pouvons apercevoir que nous sommes plus sensibles aux questions sociétales que les générations précédentes, à celles concernant le racisme, aux inégalités en général ou encore aux discriminations. Mais d'un autre côté, nous partageons aussi un regard très critique sur le fonctionnement du monde politique français. En effet, 61% d'entre nous se sentent mal représentés par les députés et 69% pensent que les responsables politiques sont corrompus, selon une étude faite par l'Institut Montaigne. Donc, en tant que jeunes, nous sommes donc simplement attirés par d'autres types d'expressions politiques. Mais est-ce une raison pour abandonner les jeunes ? Est-ce une raison pour ne pas respecter leurs engagements ? Je ne suis pas en colère parce que je trouve ça trop illogique pour que ça puisse me mettre en colère. Mais j'ai en tête les mots évoqués par François Mitterrand. Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. Et c'est ce sentiment d'injustice qui nourrit mon rêve d'être avocate. Vous savez, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été sur Instagram et j'ai scrollé indéfiniment sur la plateforme avant de tomber sur une publication. Une publication sur laquelle figuraient fièrement 5 mots. « L'avenir est entre vos mains ». Cette citation, vous la connaissez aussi bien que moi. Et alors, je me suis posée et j'y ai réfléchi. L'avenir est entre les mains de qui ? L'avenir n'est pas entre les mains de mon père qui, malgré son engagement politique, ne peut voter, ne peut déposer son bulletin dans l'urne, car il n'a pas le droit de vote. L'avenir n'est pas non plus entre les mains des jeunes, car on fait abstraction de notre investissement dans les manifestations, à travers les réseaux sociaux, ou encore dans tout autre type d'engagement politique. Et je veux affirmer ce soir, puisque j'en ai l'occasion, que si la société d'aujourd'hui ne permet pas d'accueillir ces nouveaux types d'expression, alors je veux que la politique change. Et loin de moi l'idée de rendre invisible cette peur que procure le changement, parce qu'elle me fait peur à moi aussi tout autant qu'à vous. Mais comprenez qu'il le faut pour que la politique devienne enfin une politique entre les mains de toutes et de tous. Ainsi, nos engagements à nous, citoyens français, enfants, adolescents, adultes et aînés, marqueront, teinteront et orienteront l'ensemble de notre vie politique, actuelle et future à tous. Reconnaissant ce qui doit être reconnu, n'abandonnons pas la politique, changeons-la. La politique, ce n'est pas seulement se rendre aux urnes. La politique, c'est aussi lorsque mon père m'éduque et lorsque je m'engage. Changeons-la pour la rendre plus inclusive ou pour mieux dire, plus démocratique. Merci. Farah, s'il vous plaît, Farah Lamlou, merci beaucoup. Notre 5e candidat, 5e orateur déjà à 20 ans. Il nous vient du lycée horticole de Montreuil, où il est en première conduite production, s'il vous plaît. Faites un accueil enthousiaste et virevoltant pour Monsieur Paul Petitot. Historiquement, la politique a toujours fait fonctionner notre société. Et la démocratie depuis sa création en France. Pour moi, la politique, c'est ce qui permet à chaque citoyen d'être représenté.
et de donner des idées pour améliorer la France en trouvant des compromis. Sans elle, la société ne serait qu'un grand désordre. Seuls ceux qui le parlent le plus fort pourraient faire leur loi. Ce serait le chaos. En cette année d'élection, plus que jamais, la politique nous permet de débattre en société et de nous rassembler pour avancer tous ensemble et définir de nouvelles lois pour la biodiversité, par exemple. Vous vous demandez pourquoi la défense de la nature. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'une part, j'étudie pour en faire mon métier. Par exemple, en cours, au lycée, on apprend à replanter des haies dans les champs pour remettre les insectes et les oiseaux dans la campagne. D'autre part, je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'on ne peut pas vivre si on est la seule espèce restant sur Terre. Grâce à la loi qui sont votées à l'Assemblée nationale, la politique nous permet de protéger la nature. La forêt, les champs et les hérbacées nous apportent de l'oxygène, de la couleur, de la joie. Ce sont des êtres vivants comme nous. Sans la politique, chacun pourrait faire sa propre loi et dégrader la nature. Prenons l'exemple des arbres. Lorsqu'un bûcheron coupe une passerelle de forêt, il faudrait l'obliger à garder une partie des arbres les plus vieux pour éviter la disparition des insectes qui y vivent. Pour conclure, non, il ne faut pas abandonner la politique, car c'est grâce à elle que nous vivons bien, humains, faune et flore, tous ensemble. Petito! Et maintenant, il a 16 ans. Il est en première art appliqué au lycée Eugénie Cotton, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, un accueil dantesque, je commence à arriver au bout de mes synonymes, un accueil dantesque, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, pour Félix Alaphilippe. Faut-il abandonner la politique? Quand on m'a posé cette question, ça m'a beaucoup fait rigoler. Certaines personnes pensent que les jeunes n'y connaissent rien à la vie politique. Eh bien, c'est vrai. Moi, j'ai 16 ans, et pour ma part, je n'y connais mais absolument rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 4 minutes 30 ? Bon, en fait, j'ai réfléchi. Oui, je me suis finalement interrogé sur le sujet, car non, je n'avais pas prévu de poireauter comme ça pendant 5 minutes pour ne rien dire. Je ne suis plus cet ignorant que vous imaginiez. Et voici donc le résultat de 3 semaines de recherche du haut de mes 16 ans et de ce qu'il en est. Bon, alors, la politique. Est-ce vraiment la politique le problème en soi, ou est-ce plutôt les politiciens ? Comme on le sait, ils sont tous là pour proposer différentes manières de gouverner, ils sont nombreux à se présenter,
et rassemble les personnes sur des prises de décision différentes, et finalement, seule une d'entre elles est acceptée. On se retrouve à la fin avec une minorité de personnes satisfaites et une majorité de personnes mécontentes. Et quand je vois que seulement 28% des votants seront contents de leur président, je me dis qu'il y a un problème là, non? Cela fait des années et des années, présidentielle après présidentielle. On retrouve cette abstention toujours plus flagrante. Tous ces votes à contre-cœur, surtout lors du second tour, quitte à maintenant confier notre voix au moins pire des deux plutôt qu'au meilleur. Cette confiance en l'avenir que l'on avait. Finito, hein, comme il dit. Et ces manifestations, il y en a tous les jours. Non, pas tous les jours, hein, vous m'avez compris, mais du moins, c'est l'impression que j'ai. Bon, on peut se demander comment rendre les gens contents, du coup. Je sais pas. Trouver des idées? Non, attendez, j'en ai une. Pourquoi pas imaginer un système où on viendrait fusionner les programmes des 3 premiers, créer des moyennes entre les oppositions, histoire de monter ces 28% de satisfaction à 70? Bon, les programmes étant parfois très différents sur certains points, je sais que personne ne sera entièrement satisfait. Et je sais aussi que rien n'est parfait. Et ça reste une idée comme une autre. Et selon moi, c'est beaucoup plus juste. Bon, alors aussi, j'ai vu quelques sourires narquois au fond. Vous ne me prenez pas au sérieux, hein? Ça vous amuse de voir un enfant de 16 ans parler de système politique? Eh bien, vous devriez vous habituer, car c'est normal à mon goût. Nous, les adolescents, quand on se pose la question, on se soucie autant que vous de l'avenir de la France. Même si on n'a pas encore le droit de vote, on devrait le mériter. On est suffisamment conscient de ce qui se passe. On peut parler, mais pourquoi n'a-t-on pas de voix lorsqu'il s'agit de la France? Je vous rappelle que c'est nous les prochains à nous y frotter. Toutes ces responsabilités qui composent un pays qui n'arrêtent pas de changer. Et après, vous allez me dire, tous ces efforts pour seulement 2 ans plus tôt le droit de vote? Eh bien, non. Vous savez tout ce qui peut se passer en seulement 2 ans. Je le rappelle, hein, on a eu une pandémie mondiale, une guerre, une crise économique, tout ce que l'on peut potentiellement gérer avec la politique. Alors, me dites-vous, doit-on vraiment l'abandonner? Non, non, bien sûr que non, qu'il ne faut pas l'abandonner, bien au contraire. Il faut même l'adopter, s'efforcer de la comprendre, y compris pour les jeunes comme moi qui n'y connaissaient rien avant. Le simple fait de se questionner, prendre du recul, amène toujours à des réflexions personnelles sur soi dans le monde politique et de se rendre compte de tous les problèmes qu'il génère. Et regardez du coup, regardez. Bon, ok, c'est peut-être un poil prétentieux de ma part de me prendre pour exemple, mais c'est ce que j'ai fait. Et je vous encourage à le faire, hein, vraiment. Bon, quoi qu'il en soit, cette question, faut-il abandonner la politique? En fait, on s'en fout de la réponse. Mais le simple fait de se poser la question, c'est ça qui m'a poussé à m'interroger. C'est ça qui m'a fait voir les choses différemment. C'est ça qui nous a réunis ici, devant vous, moi et les autres candidats, pour vous exprimer nos opinions. Vous auriez fait quoi sinon? Vous seriez resté chez vous? Vous auriez regardé Koh-Lanta? Ça aurait été un sacré gâchis quand même. Mais vous êtes là, à nous écouter. Est-ce que ce ne serait pas ça le début de la politique finalement? Merci à tous. Félix, mesdames, messieurs, Félix Alaphilippe. Et maintenant, elle est en terminale au lycée Jean Jaurès. Elle a 19 ans. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, j'ai trouvé un nouveau synonyme. Un accueil torrentiel pour Michaela Philippe-Duc. L'homme est par nature un animal politique, disait Aristote. Il disait aussi que l'État, c'est la communauté du bien-vivre. Je ne sais pas s'il se trompait ou s'il vivait avec un faux espoir. Mais a-t-elle été, cette politique, véritablement le moyen parfait du bien-vivre? Est-elle cela aujourd'hui? Je n'aime pas parler de la politique, j'ai jamais pu comprendre ce que cela veut dire. Et c'est peut-être par hasard que je suis ici,
pour vous dire à vous et me dire à moi-même qu'est-ce la politique réellement. Vous savez, j'avais une maison moi aussi, avec 2 étages. Une autre petite maison derrière, un énorme jardin, un petit jardin de fleurs. Au 2e étage, il y avait un balcon d'où s'ouvrait le plus beau paysage dont ma mémoire a pu se nourrir. J'avais une langue, j'en avais même 2, et j'étais moi-même. J'étais le résultat d'un mélange des cultures. J'avais une histoire, j'avais un pays, j'avais un peuple. Des hommes aussi aveugles que les autres, mais avec des valeurs. Des hommes qui aiment. Des hommes pour qui rien n'est plus important que la famille. J'avais une vie, moi aussi belle que la vôtre. Et si je ne l'ai plus aujourd'hui, c'est uniquement à cause de la politique. À cause de la politique et à cause de ces gens pourris qui possèdent le pouvoir. Ces gens qui ont poussé mon peuple à fuir à cause de la pauvreté. Vous savez combien de parents ont fui en laissant à la maison leurs enfants avec les grands-parents seulement? J'étais un de ces enfants. Et j'ai fini par fuir moi aussi. J'ai laissé ma grand-mère mourir toute seule à la maison. J'ai fui à cause de la politique, voilà pourquoi je suis ici. Mais ma surprise fut énorme. Parce qu'il se trouve que vous n'êtes pas plus heureux que moi. Que vous souffrez vous aussi. Ces gens ont fait de vous aussi des marionnettes dans le plus grand des théâtres. Et bientôt, ils vous pousseront à fuir aussi. Il ne s'agit pas de quelques personnes. Je parle aujourd'hui d'une guerre entre nous, le peuple de cette terre, et ces gens qui prient devant leur seul Dieu, l'argent. Aristote se trompait. Sa politique n'a jamais existé, et celle qui existe depuis toujours n'est qu'une fausse imitation de la sienne. Cette politique est la source suprême des malheurs des êtres humains. Je sais qui je suis. Mais vous savez qui vous êtes? Vous êtes le peuple qui nous a tous rendus libres. Vous êtes le peuple qui n'a pas obéi à la misère. Vous êtes le peuple qui n'a pas laissé la tyrannie triompher. Vous n'êtes pas seulement une révolte, non. Vous êtes la révolution. Vous êtes des Français, c'est pas à moi de vous le dire. Pourtant, vos regards ne reflètent que du désespoir. Si vous vous baissez les bras, que feront les autres? C'est vous qui l'avez dit. Liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il est temps de redonner du sens à ces mots. Il est temps d'abandonner cette politique qui fait de nous des morts sur la terre. Et vous savez mieux que personne ce que cela veut dire. C'est à nous de créer l'histoire. Mihaela, mesdames, messieurs. Et maintenant, il est en première conseil vente au lycée horticole. Il a 19 ans. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, un accueil caracolant. J'ai vérifié, le mot existe. Un accueil caracolant pour Kylian Smaïl, s'il vous plaît. Faut-il abandonner la politique? Si je devais répondre à cette question, je donnerais une réponse aléatoire, car aucune n'est une bonne ou une mauvaise réponse.
Mais si je devais donner mon avis, je pense que oui et non. Oui, car pour ma part, je pense qu'on donne beaucoup de pouvoir à certains professionnels de la politique. Je ne vous apprends rien. Récemment ont eu lieu les élections présidentielles. Quel meilleur sujet que les élections présidentielles pour continuer mon discours sur le thème de la politique. Dans le monde d'aujourd'hui, la majorité des citoyens ne se posent pas la question « Mais comment va la Terre ?» Ou alors « Et si je prenais pas ma voiture pour ne pas polluer la Terre aujourd'hui ?» Non, dans la société actuelle, la question fondamentale « Quel président va me donner un meilleur pouvoir d'achat ?» Ou bien « Comment je vais m'en sortir pour arriver à finir les fins de mois ?» Ceci n'est pas un reproche, car aucunement besoin de donner d'autres arguments pour dire que l'argent est une chose primordiale à avoir dans ce monde. Mais si la fin du monde approche, le réchauffement climatique qui ne cesse d'augmenter de jour en jour, que restera-t-il? L'argent? Non, l'argent ne sera d'aucune défense face à ce désastre. Hausse de la température, 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. L'élévation du niveau de la mer est un des nombreux effets du changement climatique. Chaque année, le niveau des océans et des mers monte de 3,2 mm. Oui, c'est nous, les êtres humains, qui avons causé tout cela. Certains vont me dire « Non, je ne fais pas partie de ces personnes ». Comme exemple, je peux vous prendre un sujet basique. Les marques de luxe, comme Hermès, commencent à racheter des fermes, notamment en Australie. Ils cherchent à sécuriser leur approvisionnement, car la peau de crocodile est la plus recherchée et la plus chère. Inutile de vous dire que par la suite de ces opérations, ils s'en servent pour fabriquer des sacs pour les mettre à la vente dans de grands magasins chics et chers. Le résultat? Des dizaines et des milliers de crocodiles enfermés dans des fosses, 500 alligators tués tout en étant conscients qui luttaient contre la douleur et leur triste sort. Alors toi, ou vous qui ne vous sentez pas concerné par ceci, cet exemple était de vous montrer que certaines choses que vous ne jugez pas graves ou dangereuses pour notre planète le sont malheureusement. Je vous ai donné un exemple parmi des milliers concernant ces marques que vous adorez particulièrement, mais je ne peux pas tous les citer, car vous vous doutez bien que mon discours ne finira jamais. Mais la plus grande cause d'une dégradation de l'écologie actuelle est bien évidemment la nature, la disparition d'arbres et de forêts. Parmi les zones où les arbres sont le plus menacés, sans grand suspense, c'est le Brésil, la forêt amazonienne. Mais cela ne s'arrange pas, car le président Jair Bolsonaro, président actuel au Brésil, a jugé bon de plus détruire la forêt amazonienne. Comme exemple, 16 000 km² de forêt sont abattus chaque année au Brésil, soit l'équivalent de la superficie du Liban. Je pense avoir assez donné d'arguments pour les oui. Maintenant, car vous devez vous dire « Mais c'est qui ce mec relou? Il parle que de choses négatives. » Oui, je partage aussi votre avis, mais je vous rassure, il n'y a pas que des mauvaises choses dans la politique. Comme Jean-Luc Mélenchon, candidat aux élections présidentielles, qui a mis dans son programme des solutions positives pour l'écologie comme interdiction des fermes-usines et des pratiques de chasse cruelle. Et j'en passe. Et oui, encore l'écologie. Au début de mon discours, j'ai dit que j'étais partagé entre le oui et le non. Oui, vous avez raison, mais je suis plus penché vers le oui, car tout simplement une politique parfaite n'existera jamais. J'ai choisi tout de même le non, car j'ai espoir que tout cela change. Il y aura toujours des choses avec quoi on est d'accord et pas d'accord, et inversement. Si on donnait du pouvoir à ceux qui le méritent, à ceux qui pourront apporter beaucoup à la France et dans le monde entier, le monde se portera bien et sera probablement meilleur. Si chaque humain, chaque citoyen faisait un geste pour soulager le monde, alors le monde ferait un geste pour nous soulager également. Kylian Smaïl, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et maintenant, 18 ans, en terminale au lycée Condorcet, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, faites un accueil passionné, j'avais oublié passionné, un accueil passionné pour Keren Di Tutala, s'il vous plaît.
veulent pas parler de politique, j'ai l'impression. Bonjour à toutes et à tous. La politique, encore une fois, la politique encore et toujours. On nous parle souvent de politique, mais sommes-nous tous concernés par la politique? Moi, j'ai vu cette partie de la population qui n'était pas concernée par la politique. Et quand je parle de cette partie de la population, je parle des banlieues de France, des cités, qui sont considérées et mises dans des cases de violentes, de dangereux, de pas fréquentables. Et oui, cette partie de la population, je la connais, parce que j'y ai vécu. La banlieue, c'est pas seulement ce qu'on dit à la télé, non. C'est une grande famille unie. Dans les banlieues, on est tous différents, mais tous égaux. Je me souviens encore de mon enfance à être dehors avec mes amis, à profiter et à rigoler, et à passer du bon temps. Et oui, parce qu'on passe du bon temps dans les cités. La différence entre la banlieue et le centre-ville, je la connais, et je la connais personnellement. Dans ma famille, on a tous grandi en banlieue, sauf mon petit frère, né dans un environnement calme, aisé. Il était bien. Nos parcours de vie sont très différents, c'est vrai. Notre enfance aussi. Et on a tous les deux les mêmes objectifs, réussir dans la vie. En fait, j'ai compris ce fossé entre la banlieue et l'autre partie du peuple quand j'étais au collège. Parce que j'étais en collège privé. Et j'ai vu cette différence entre délit de faciès quand je sortais de l'école, arrestation, parce que j'étais une femme de couleur. En fait, je ne la voyais pas forcément, cette différence. Mais j'ai vite compris que c'est l'argent et non le cœur qui comptait. Pendant tout ce discours, en fait, la politique. Très rares sont les politiciens, en final, qui s'intéressent au côté que je vous ai raconté des banlieues, à ce côté qui est plutôt incroyable, à ce côté magique. Et pourtant, c'est le premier côté qu'on voit quand on y vit. La beauté, le bon cœur. Mais ces politiciens voient tout d'abord l'aspect négatif qui est montré à la télé. Quand on grandit en cité, on sait déjà qu'on va devoir travailler 5 fois plus que les autres. On sait aussi que notre parole n'aura jamais autant d'impact que celle des autres. Malheureusement, oui. Mais dans les banlieues, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à adopter une politique de quartier. Et ouais. Beaucoup de jeunes adultes s'engagent dans la politique. Sachez-le, en banlieue, la politique compte. En fait, les jeunes s'engagent dans l'action collective et passent aux politiques lorsqu'ils ont vu les limites de l'action associative. Des jeunes qui ont fait des études, parce que oui, on fait des études en banlieue, comprennent que certains problèmes dépassent l'action sociale et nécessitent une action proprement politique. Mais vous voyez, au final, j'ai été malhonnête. Pendant tout ce discours, je n'ai parlé que des autres. Oui, que des autres. Mais moi, je me suis oubliée. Qu'est-ce que moi je pense de la politique? Pour commencer, le fait d'être là face à vous est un engagement politique. Sans le vouloir, je vous ai démontré mon engagement politique. Je suis une femme noire provenant de parents de l'immigration angolaise, footballeuse et banlieusarde. En étant celle que je suis, j'ai pas mal de combats, c'est vrai. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces injustices, pour moi, il ne faut pas abandonner la politique. Malgré les différences qu'il y a entre les banlieues et le centre-ville, on est tous égaux quand on se retrouve à devoir voter pour notre président. Au final, abandonner la politique, je ne peux pas y penser. Abandonner la politique, ce serait s'abandonner soi-même. Nicolas Machiavel disait donc « Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout ». CRN, s'il vous plaît. CRN, dit Putana. Et enfin, il ferme le bal ce soir, du haut de ses 18 ans, en terminale, au lycée Jean Jaurès. S'il vous plaît, mesdames, messieurs,
le dernier. Le plus beau des accueils peut-être. Pour Maxime Serge, s'il vous plaît. Vous avez vu ce qu'elle a fait Amber Heard? C'est elle qui frappe Johnny Depp, en fait. Mais oui, le pauvre, il a rien fait. J'espère que Disney vont bien vouloir qu'il rejoue dans Pirates des Caraïbes. Hein. Non, parce que un pirate des Caraïbes sans Johnny Depp en Jack Sparrow, c'est plus un vrai pirate des Caraïbes. Et Will Smith qui frappe Chris Rock, il avait fait une blague devant tout le monde sur la maladie de sa femme. Non, mais le culot! Il est courageux de l'avoir défendu quand même. Hein. C'est injuste quand même que les Oscars aient puni Will Smith et pas Chris Rock. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir? Non? Eh bien, moi non plus. On est dans la même situation, l'incompréhension. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on préfère nous parler de la claque de Will Smith plutôt que de notre planète qui brûle. Dans un monde où on préfère nous parler du procès de 2 stars plutôt que des lobbies qui surexploitent notre planète, qui la vident et qui la tuent pour de l'argent. Aujourd'hui, le greenwashing et le mensonge font partie de nos vies. Les entreprises nous mentent en mettant 3 plantes vertes dans leur publicité ou en nous montrant comment Amazon est écolo en filmant un livreur à vélo. Et la politique n'est pas en reste, avec des décisions qui sont très fortement, trop fortement influencées par les lobbies qui ne cherchent que l'intérêt financier. Que ce soit les lobbies du plastique, les lobbies pétroliers, de l'exploitation ou encore de l'agriculture, tous nos représentants se plient à leurs exigences. Et quand on sait que la pollution de l'air est responsable d'1 décès sur 6 dans le monde, face à l'urgence politique, face à l'urgence climatique, la politique nous a abandonnés. Le GIEC a sorti il y a 3 mois la dernière partie de son rapport, dans laquelle les scientifiques affirment qu'il nous reste 3 ans, seulement 3 ans, pour que l'on puisse conserver notre Terre vivable. C'est-à-dire que d'ici 3 ans, si nous continuons à vivre comme nous vivons aujourd'hui, nous les jeunes, mais aussi nos enfants, nos petits-enfants et les leurs après eux, hériteront d'un habitat pillé, d'une planète ruinée, d'une maison dont les fondations s'effondrent, dont les murs s'écroulent, dont les vitres se fissurent, dont les tapisseries se déchirent et dont le toit menace de nous tomber dessus alors que nous sommes dedans. Et tout ça à cause de décisions prises par des gens qui ne seront pas concernés et dans le seul but de gagner de l'argent. Parce que sauver la planète, ça n'apporte pas d'argent. Mais sauver la planète, c'est nécessaire. Et aujourd'hui, plus que jamais. Finalement, tout ça, ça donne juste envie d'abandonner. Hein. On est trop impuissant et puis c'est tellement plus simple. J'adore ma vie, moi. Partir en vacances à chaque fois que je peux, faire des week-ends avec mes amis, me doucher tous les soirs ou changer de t-shirt tous les jours. Et puis, de toute façon, nous ici, qu'est-ce qui nous fait le réchauffement climatique en vrai? Il fait un peu plus chaud l'été, je ne suis pas concerné, je suis en vacances à la plage en été. Puis voilà, c'est tout. Ben justement, non, c'est pas tout. Parce que pendant qu'on prend l'avion, qu'on mange de la viande et qu'on part en vacances, il y a des populations en Inde qui vivent, ou plutôt meurent sous 50 degrés. D'autres en Afrique qui doivent marcher plusieurs kilomètres par jour pour répondre à leurs premiers besoins naturels, boire. D'autres en Asie qui n'ont pas le droit de sortir certains jours à cause de la pollution de l'air. Ou encore d'autres en Australie qui doivent quitter leur foyer parce qu'ils se retrouvent inondés ou sur des zones d'incendie. Et tout ça, ça paraît loin, mais allez dans le sud de la France et vous verrez les ravages des incendies. Rien que cette semaine, il fait super chaud, 4 degrés de plus que la normale. Les agriculteurs subissent des restrictions car il n'y a plus d'eau. Et dans quelques années, est-ce qu'ici, à Paris, on pourra encore sortir et respirer sereinement? Nos modes de vie destructeurs mettent déjà en péril la vie de plusieurs millions de personnes. Et bientôt, ce seront les nôtres. Parce que nous, occidentaux, ne sommes pas encore les plus impactés, mais d'ores et déjà les plus responsables. Donc non, il ne faut pas abandonner. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut influencer les décisions qui sont prises en mettant au pouvoir des gens pour qui ces enjeux comptent vraiment et pour qui nos vies valent plus que leurs profits. Plusieurs associations le font déjà, il suffit qu'on les rejoigne. Parce que ça ne suffit pas de féliciter ceux qui le font. Ça ne suffit pas de dire « Ouah, Greta Thunberg, trop forte, elle a fait un discours devant l'ONU quand même. » Ou encore au cours d'une discussion « Ouais, mon enfant, il a fait la dernière manif pour le climat avec une pancarte et tout, super engagé. » Ah ouais, trop bien, il en faut des gens comme ça. Il en faut, justement.
Il faut que tout le monde, tous les efforts soient concentrés dans cette lutte. Ce n'est pas qu'aux jeunes, aux générations futures de s'en occuper. Ensemble, nous pouvons renverser la table, changer nos modes de vie, changer la politique et sauver ce qu'il reste à sauver. Maxime Serve. Mesdames, Messieurs, les lycéens et lycéennes de Montreuil. Les lycéens et lycéennes de Montreuil. Les lycéens et lycéennes de Montreuil. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue tout à l'heure. Je vous ai expliqué que j'allais vous raconter ce qui s'était passé pendant les 3 mois qui précédaient. Puis j'ai parlé d'autres choses ensuite. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave, parce que je savais que quelqu'un, ou plutôt quelques autres, allaient tenir cette promesse pour moi, pendant que le jury aura la tâche douloureuse, la tâche terrible de départager ces 10 jeunes orateurs et oratrices. Ça va se passer dans la salle juste à côté. Pendant ce temps-là, Monsieur Cédric Dandeville va nous rejoindre ici, va accueillir 6 acteurs et actrices de ce long et beau projet des Libres Parleurs de Montreuil pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant des 3 mois. On vous laisse, pendant ces 3 mois, on vous laisse pendant 12 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire pression pour le jury, là, pour qu'il délibère un peu vite. Et dans 12 minutes, une fois que vous aurez découvert les arcanes secrètes de ce projet, nous revenons avec un nom, celui du meilleur ou de la meilleure orateur ou oratrice de Montreuil. À tout de suite. Voilà, moi, il faut que je passe derrière ça. Merci, Clément Viktorovitch. On va en effet passer un quart d'heure ensemble. Alors c'est le moment où on a envie de passer en avance rapide pour évidemment connaître le résultat de cette soirée. Mais on va faire plutôt donc machine arrière pour revenir sur les 3 mois de travail donc, autour de ce concours d'éloquence. Je crois qu'il y a 2 élèves de lycée qui sont censés me rejoindre maintenant. Il ne faut pas m'abandonner. Il s'agit d'Inès et de Rania. Est-ce que vous êtes là, Inès et Rania ? Allez-y, montez sur scène. Hop, alors... Rania, Inès, vous êtes de quel lycée ? Jean Jaurès. Jean Jaurès, toutes les 2 ? Lycée Condorcet. Voilà. Bon, évidemment, vous avez participé, hein, je précise, au concours. Vous avez fait quoi ? La formation, c'est ça ? Justement, on tient bien le micro sous la bouche ? La semaine dernière, on a eu la demi-finale de notre groupe pour savoir qui allait nous représenter. Et alors, le niveau était comment ce soir ? C'était dur, mais moi, je ne pourrais pas voter. Pendant tout le discours, sur mon téléphone, je mettais des notes sur tout ce qu'ils ont fait. Je dis, lui, il a fait des questions rhétoriques. Elle jouait sur ses émotions. Lui, il parlait de ça. J'étais là, mais moi, je ne pourrais pas voter. Je suis là, comment ils vont faire en fait ? Voter, c'est une chose, mais est-ce que tu t'es dit sur ta chaise, mince, j'aurais peut-être eu envie d'être là ? Ouais, en fait, quand j'ai passé mon discours, j'étais là. En fait, j'ai pas envie de le passer. Maintenant, je me dis... mine de rien, j'aurais quand même voulu le faire là, en fait, devant tout le monde. Et j'aurais gagné. Ouais, c'est ça. J'aurais gagné, c'est sûr. C'est ça. Inès, toi, ton regard sur la finale, tu t'es dit quoi là, sur ta chaise ? Tu t'es dit waouh, ils sont quand même forts les copains ? Bah oui, franchement, c'était une soirée incroyable et surtout qu'il y avait une mosaïque de profils, c'est-à-dire que chacun faisait quelque chose qui lui ressemblait et je pense que c'est le plus important ici, c'est d'être sincère un maximum parce que c'est ça, savoir bien parler, c'est surtout être sincère et dire ce qu'on ressent, mettre des mots sur une situation et du coup, je pense qu'on peut tous les féliciter ce soir. Wow. Voilà, et quand les gens savent parler, il n'y a même plus de travail à faire du coup. Il y a juste à vous laisser faire et à laisser les gens applaudir. Alors Clément Viktorovitch vous a fait la promesse qu'on allait rentrer comme ça un petit peu dans les coulisses de ce concours sur la préparation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pour vous ce qui s'est passé concrètement ? C'était quoi, des ateliers, c'est ça ? Vous êtes allés, on vous a appris quoi concrètement ?
Déjà, il faut savoir que pour beaucoup d'élèves de terminale de cette salle, c'est une année compliquée parce qu'il y a le bac, il y a Parcoursup, on a vécu 2 ans de Covid. Et du coup, cette année, d'avoir l'atelier éloquence, le mardi de 16h à 18h, c'était vraiment des moments où on vivait. C'était le moment où on pouvait montrer vraiment qui on était. Et donc, on a été accompagné par Jérôme qui a fait un travail extraordinaire, vraiment, je tiens à le souligner. Jérôme Roustan, qui est comédien, c'est bien lui, hein, c'est ça, qui sera avec nous dans quelques secondes. Alors, c'est quoi? C'est toutes les semaines? C'était toutes les semaines? Voilà, c'est ça, c'était toutes les semaines pendant 2 heures. Et du coup, on s'est vraiment surpassé. J'ai fait des choses que je ne pensais pas faire, comme rugir devant ses camarades. Inès va rugir pour vous ce soir. On y va ou pas? Non, on le fait pas. Non, ça reste entre nous. Voilà. Et oui, du coup, ça a été ça. Il m'a aussi permis d'avoir plus confiance en moi parce qu'il faut savoir que savoir bien parler, c'est pas avoir 20 sur 20 ses exposés à l'école, c'est aussi mettre des mots sur une situation et être éloquent, c'est tout un art et c'est tout ce que Jérôme nous a appris lors de ces 3 derniers mois. Vous avez quel âge, les filles, Inès? 17 ans. 17 ans, ouais, mais bravo parce que moi, je parlais pas comme toi à ton âge, hein, très clairement. On va redonner le micro à Rania. Ok, donc des cours chaque semaine. Qu'est-ce que vous avez appris? Tu parlais tout à l'heure des figures de style, là, un petit peu qu'il faut glisser. C'est ça que vous apprenez concrètement? Ouais, Premièrement, on avait les masterclass. On en a eu 3. Donc avec Clément Viktorovitch, c'est ça, les masterclass? Oui, et aussi Benoît Hamon et une autre personne. Qu'on salue. Bonjour, désolée. Merci Jean à elle. Massier. Nous, on n'avait pas le même horaire parce que moi, c'était de 18h à 20h le jeudi. Donc, c'est un peu chaud de finir à 20h. Quand tu as fini les cours à 18h, c'était... Bon, faut être motivé, en fait, pour y aller. Ah non, mais c'est clair, après les cours, on n'a qu'une envie. De rentrer chez priori, soi, en voilà. fait. Mais on est d'accord. On avait des professeurs super, c'était vraiment cool. Du coup, c'était toutes les semaines, ils nous apprenaient comment commencer un discours. Surtout pas par quoi commencer, en fait, par « bonjour, je suis là, excusez-moi ». Pas montrer que tu t'es trompé. À chaque fois, on devait souvent écrire des discours sur des thématiques. On disait, bon, voici, tu as un texte là. Moi, j'ai dû faire un discours sur... je suis un directeur qui doit écrire un discours sur un professeur qui s'est suicidé. Waouh. Voilà. Qui invente les thèmes? D'accord, il faudra peut-être qu'on en parle juste après. Alors les filles, je vais vous remercier parce que l'idée c'est qu'on passe la parole également justement aux profs et aux formateurs qui vous ont accompagnés. Applaudissements pour Inès et Rania. Merci, ouais, je récupère le micro. Alors, on a maintenant 2 professeurs qui doivent me rejoindre. On a Élise Gragnou, professeure de lettres au lycée Jean Jaurès. Et une deuxième prof, parce que tout ça s'est fait avec une préparation incroyable, dont je ne suis pas sûr de savoir prononcer le nom. Gabrielle Andriès. Bienvenue, vous êtes prof d'art appliqué au lycée Eugénie Coton. Très bien, alors on va commencer avec vous, Élise. Un mot d'abord sur le niveau de ce soir. Vous vous dites, bon, voilà, le travail à payer, c'est super. Oui, et surtout, je pense que toutes les formatrices, formateurs, enseignants et les familles, tout le monde, on est très émus. Très émus de les voir aussi grands, aussi singuliers, aussi peu formatés. On a travaillé à leur transmettre des outils communs, mais c'est beau de voir à quel point ils sont empouvoirés, pour employer ce néologisme. Oui, ça existe. Faut noter. Hein. Par cet art de la parole. Par le fait de ne jamais nier qui ils sont. Et moi, j'aurais été bien incapable de faire ce qu'ils et elles ont fait ce soir. Et pour le jury, c'est compliqué, là, j'imagine, de, je voudrais pas être de faire un choix. Gabrielle Andriès, on entendait tout à l'heure en introduction Clément Viktorovitch qui disait, finalement, l'objectif de tout ça, c'est de faire une formation auprès des jeunes pour qu'ils apprennent à mieux parler en public, à mieux s'exprimer. C'est pas forcément quelque chose qui est inhérent au travail de l'école, on est plus dans un projet citoyen. Ça a été quoi votre rôle en tant que professeur dans tout ça? Alors nous, on a joué beaucoup. On a Vous beaucoup avez joué à... on a joué... Sudoku, Monopoly. Non. Alors, on a fait des exercices théâtraux pendant tous les... Alors nous, c'était le jeudi, de 16h à 18h, donc après les cours. On a beaucoup rigolé, beaucoup joué. On a beaucoup travaillé avec l'intelligence collective, sur l'improvisation.
Et ce que nous a appris Solène, notre coach, c'est vraiment de partir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de nos émotions, de nos sentiments, et de pouvoir nous donner toutes les clés pour pouvoir les transcrire pour qu'ils soient reçus par le public, pour qu'on puisse se faire comprendre, pour qu'on puisse faire entendre notre voix. Et alors ça, c'est un cadeau merveilleux parce que ça permet d'œuvrer pour la paix. Ben oui, parce que quand on comprend bien les autres et quand on se fait bien comprendre des autres, eh bien, la communication n'est plus un problème, n'est plus un conflit et on n'est plus dans des dualités comme actuellement avec les médias, les réseaux sociaux, où tout de suite on est dans la dualité. Là, ça nous apprend justement l'écoute, l'ouverture et puis la confiance, vraiment travailler beaucoup sur la confiance. Inès et Rania disaient tout à l'heure, voilà, c'était super, mais il fallait rester après les cours. Pour les profs, c'est pareil, c'est quoi? C'est sur la base du volontariat? Oui. Totalement. Oui. Voilà. On va redonner la parole à Élise. Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas, des élèves peut-être se transformer, se métamorphoser? Vous soupçonniez peut-être pas des orateurs, des oratrices, et vous avez été surprise? Ou pas? Surprise et pas surprise, parce que c'est dans notre métier, en fait, de voir les élèves grandir et se transformer. Mais c'est vrai que là, à l'échelle d'un atelier qui a duré 10 semaines, c'est impressionnant de voir la rapidité avec laquelle ces élèves apprennent. Donc c'est très, très émouvant. On les voit grandir. Effectivement, on les voit s'amuser, on les voit tisser des liens entre elles et eux. Ils appartiennent à des classes différentes, des niveaux différents. Et ce qui est amusant, c'est que nous aussi, on progresse parce que... Alors nous, on est professeurs et on était avec nos binômes, les comédiens et les comédiennes, les coachs. Et nous aussi, en fait, on est en situation d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment génial comme moment pédagogique parce que les élèves nous voient être les plus mauvaises élèves de la classe, échouer, se tromper. J'imagine que c'est aussi un autre regard sur les profs. Exactement. C'est un autre lien et je pense que ça conditionne aussi le fait qu'on puisse progresser tous ensemble, qu'on dédramatise les erreurs, les échecs. Merci beaucoup, je suis désolé, le temps est compté. Merci à Élise Gragnou et Gabriel Andries, professeurs donc de lettres et d'art appliqué, ici à Montreuil. Je regarde ma montre parce que le jury devrait revenir d'ici quelques secondes. On va évidemment saluer le travail des formateurs et des formatrices en recevant Raphaël Martin et Jérôme Roustan sous vos applaudissements, bien sûr. Allez-y, le premier arrivé se saisit du micro, c'est gagné. Non, vas-y. Non, très bien. Bonsoir tout le monde. Salut Cédric. Voilà, salut Jérôme. Bonjour également à Raphaël. Donc Jérôme Roustan, on en parlait tout à l'heure, comédien, professeur d'éloquence. Et puis Raphaël Martin. Bonjour. Vous êtes notamment enseignante en rhétorique à Sciences Po Paris. Le niveau, il était comment ce soir? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était exceptionnel. Mais je ne suis pas surprise, parce qu'ils ont travaillé comme des dingues. Et grâce à vous? Alors non, pas grâce à nous. Ah non, d'accord. Grâce à eux, d'abord. Nous, on est là pour... on est là pour leur transmettre quelque chose, etc. Mais le travail, c'est eux qui l'ont fait. Et c'est ça qu'on peut applaudir. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils avaient tous et toutes des choses à dire et qu'ils ont bossé pour être entendus. Ça, c'est un public. Hein. Ouais. C'est ce travail qu'il faut applaudir d'un coup, bim, ça applaudit. Ça va très vite. Alors, c'est une astuce de prof de rhétorique. Si vous dites le mot applaudir, les gens vont commencer à applaudir dans le public. D'accord. C'est gratuit. Ok, mais ça aussi je note. Le travail, ça a consisté en quoi concrètement, Jérôme? On parlait de binôme, c'est ça? Il y a eu du travail en binôme qui a été fait avec comédiens. Et nous, on a même formé un quatuor. On a travaillé en... Alors en fait, je pensais pas à vous, je pensais au professeur. Mais aussi, c'est vrai, parmi les élèves, il y avait aussi un quatuor. C'était Inès, ça, comme ça? Oui, c'est Inès. Ouais, c'est Inès. Non, on a travaillé... C'était ça, le rugissement? Non, c'est pas ça. On a travaillé surtout en trinôme avec mes camarades Cécile et Caroline, qui sont là et que vous pouvez applaudir bien fort. Merci pour elles. Sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, évidemment. Et comment est-ce qu'on a travaillé? Tout d'abord, il faut se présenter, il faut présenter la matière, qui était complètement inconnue pour la plupart des étudiants. Et puis après, on a mis en place une ambiance. Enfin, je ne sais pas qui l'a mis en place, mais elle s'est mise en place. Et on a fini par faire des jeux, et à la fin, on a fini par, moi j'en ai eu l'impression, discuter comme des copains autour de nos progressions personnelles et comment délivrer la meilleure prestation possible le jour J.
c'est quelque chose que vous voyez souvent, je ne sais pas, dans d'autres villes, comme ça, un grand concours d'éloquence organisé à cette échelle, hein. Il y a 4 lycées ce soir qui sont représentés, puis qui ont été représentés tout le long de la formation. Vous faites ça souvent ou vous vous dites, non, là c'est quelque chose d'assez unique? Mais non, pas du tout, Cédric. Je crois que la soirée est véritablement exceptionnelle. Ah, c'est bien ce que je me disais aussi. Raphaël, vous êtes enseignante en rhétorique à Sciences Po Paris. Venir comme ça donner des conseils ici en Seine-Saint-Denis, voilà, vous avez l'impression voilà, de participer à ce dont on parlait tout à l'heure, de l'éducation de citoyens. Ben oui, pour moi c'est super important et surtout je trouve que quelque chose qui est unique dans ce concours, c'est les sujets sur lesquels on demande aux lycéens de s'exprimer. Quand on demande aux lycéens de s'exprimer sur faut-il abandonner la politique, c'est pas thé ou café ou est-ce que vous aimez les pâtes. Ce qui aurait été plus simple, hein, peut-être, parce que le ce qui aurait été plus simple, mais ça aurait enlevé une partie de l'intérêt de ce concours, qui est que ce que pensent les jeunes lycéens, lycéennes de Montreuil, ça nous intéresse. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pas, Patrice Bessac le disait très bien au début, c'est pas des mots pour faire joli. C'est pas des orateurs décoratifs. C'est des gens qui sont à même d'exprimer leur opinion, d'exprimer leurs idées et de les partager. Le thème, c'était « Faut-il abandonner la politique ?» En participant à cette formation, ils ont peut-être fait leur premier pas en politique. Un des premiers pas. Qui sait ? Sans doute. Merci à vous deux. Ah, Jérôme va oui, je voulais rajouter un petit mot pour compléter ce que disait Raphaël, et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai eu l'impression de vraiment entendre beaucoup de clairvoyance ce soir. Je ne sais pas quand on écoute les lycéens dans la vie de tous les jours. Jamais, il me semble. Ce soir, on aurait pu regarder le journal télévisé. C'est véritablement un divertissement. Ce soir, ici, on a entendu des appels à l'action. Quelque chose de complètement différent. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire quand je vais passer? Puis j'ai pensé à cette phrase, vous savez, quand on dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Non, c'est l'inverse. Du coup, j'ai raté mon effet. Je ne sais pas, je ne l'ai pas du tout. Si vieillesse... Pardon. On ne peut pas tromper 1000 fois. Non, c'est pas ça. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Et ben, désormais, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Si vieillesse savait, parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans l'ignorance, nos anciens, et si jeunesse pouvait, parce qu'ils sont dans la clairvoyance, mais malheureusement, pour l'instant, ils ne peuvent pas, et j'espère qu'ils pourront très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Jérôme Roustan et Raphaël Martin. Voilà, je vois Clément Viktorovitch de retour, donc je vais évidemment céder la place. Ça veut dire que le jury a travaillé, et j'espère bien travaillé. Cédric Dorneville, s'il vous plaît. Je suis porteur d'une nouvelle. Elle est grave. Le jury a délibéré et le jury va maintenant refaire son entrée, s'il vous plaît. Le jury du concours des libres parleurs de Montreuil, ils reviennent, ils savent, ils ont la connaissance que toutes et tous nous attendons ce soir, bien évidemment. Mais qui sera nommé? Eh bien, vous allez le savoir dans un instant, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite, quand même. Parce que celles et ceux que nous n'avons pas encore entendus et qui ont des choses à dire, notre jury. Alors, je vous propose que nous les écoutions. Ils ont chacun, chacune, des choses à vous dire sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont pensé, et nous sommes passionnés de le découvrir. Est-ce que Jean Massier, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît, Jean Massier. Jean, quel est ton sentiment à l'issue de cette soirée? Eh bien écoute Clément, j'ai été absolument bluffé. Vous ne le savez peut-être pas, mais mon métier consiste à analyser et commenter des discours toute la journée prononcés par des personnalités politiques. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que l'écrasante majorité d'entre elles et eux n'ont pas le quart du talent et de l'incarnation de ce que j'ai entendu ce soir. Je ne voudrais pas que vous fassiez l'erreur de croire que ces hommes et ces femmes politiques que vous voyez à la télévision définissent une sorte de standard de ce que devrait être l'éloquence en politique. Ils ne sont pas au niveau. Ils ne sont pas à votre niveau. Absolument pas.
Et j'ai par ailleurs trouvé que c'était un peu piège de la part de Clément de vous avoir demandé à vous de répondre à la question « Faut-il abandonner la politique ?» parce que vous ne l'avez pas entre les mains, la politique, ils ne vous la donnent pas. Donc c'est pas à vous de vous poser la question de savoir s'il faut l'abandonner ou pas, c'est eux qui vous en dépossèdent, c'est à vous d'aller la conquérir, et ce soir vous m'avez montré que j'avais plus d'espoir en vous qu'en eux. Bravo à vous. Merci Jean, merci beaucoup. Alice Kriegplank, quelques mots. En quelques mots, comme je suis là en tant que prof, je vais faire ma prof. Spinoza, le philosophe, distinguait, en tout cas on fait dire qu'il distinguait, les passions tristes et les passions joyeuses. Les passions tristes, c'est la haine, le ressentiment, l'amertume, l'envie. Les autres réussissent, c'est normal, ils ont plus de chance et plus de privilèges. Ce sont des passions tristes qui, dit le philosophe, limitent la capacité d'agir. Elles restreignent l'être. Alors que de l'autre côté, il y aurait, dit-on, les passions joyeuses, qui sont l'amour, l'altruisme, la générosité, la compassion. Et ces passions, dit le philosophe, accroissent la capacité d'agir. Elles dimensionnent l'être d'une manière qui le rend plus fort. Et en vous écoutant, il m'a semblé tout à fait clairement que vous étiez du côté de ces passions joyeuses qui augmentent la capacité d'agir. Alors, ça vous rend beau moralement, c'est bien, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse ici, ça vous rend plus fort dans votre capacité d'action. Et j'ai pensé, en vous écoutant, qu'avec les passions joyeuses qui vous animaient, vous pouvez d'ores et déjà, et vous pourrez plus tard, avoir une force d'agir pour rendre le monde plus juste et plus solidaire, qui sera très forte, et vous saurez en faire usage. Donc je vous remercie pour ces moments que vous nous avez permis de partager. Merci Alice. On va passer la parole à Clou. Merci beaucoup. À direct. Bonsoir. Ouais, merci beaucoup. Bon, donc moi je suis autrice, compositrice et interprète. Je suis la chanteuse, quoi. Et je voulais vous dire un grand bravo déjà d'avoir eu le courage de monter sur scène. Je sais que c'est difficile, on n'est pas tous égaux sur scène. Il y a le trac c'est dur, ça ne disparaît jamais les amis, mais ça s'apprivoise. Je vous ai trouvé très impressionnant, tous ceux qui avaient peur, je pense que tout le monde avait peur, moi-même là. Mais ça s'apprivoise, ça se travaille, et je vous ai trouvé très beau. J'ai été très émue, bluffée aussi, comme Jean. J'ai trouvé qu'il y avait une flamme qui brûlait en vous. J'ai trouvé que vous compreniez aussi le pouvoir des mots, bien plus que ce que moi je comprenais quand j'étais ado. Vous m'impressionnez. Donc un grand bravo, merci pour cette soirée, et puis continuez, s'il vous plaît. Merci Clou, merci beaucoup. Antoine Chalex, qu'en as-tu pensé ? D'abord, je voudrais évidemment féliciter l'ensemble des candidats, remercier les équipes et les parents, parce que je pense qu'effectivement, ils ont dû certainement beaucoup vous accompagner. Prendre la parole en public, c'est extrêmement difficile, sauf peut-être pour certains politiques, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement difficile. Et ce soir, vous nous avez réellement donné une très, très grande leçon de courage. Et je voudrais à ce moment-là exprimer toute ma fierté, la fierté de la jeunesse, bien sûr, et la fierté de l'éducation nationale que je représente. Je ne sais pas, moi, s'il faut abandonner la politique. En tout cas, il y a une chose dont je suis certain, c'est que abandonner, c'est choisir la facilité. Et donc, ce que je souhaiterais, c'est que vous ne choisissiez pas cette facilité. Donc, n'abandonnez jamais, n'abandonnez pas. Merci Antoine Chalex, directeur académique des services de l'éducation nationale. Maître Bertrand Perrier. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé cet après-midi sur le perron de l'Élysée est une imposture. Le vrai gouvernement est celui-ci. Et je vais dire en quelques minutes qui est ministre de quoi. Gustave Davrinch, ministre de l'immigration.
Pourquoi? Parce qu'il est venu sans papier. Il est également reparti sans papier. Et c'est ça, la générosité de notre pays, c'est d'accueillir Gustave Davrinch sans papier. Mais Gustave Davrinch peut également être ministre du Logement, car il nous dit qu'il est au chaud sous la couette de la République. Et on sent bien que chez Gustave Davrinch, être au chaud sous la couette avec la République, il y a une sorte de fantasme républicain qui ne demande qu'à prospérer chez Gustave Davrinch. Avasseur, ministre des Sports. 200 personnes assises, Avasseur, 200 personnes debout. La nana fait faire de l'exercice à tout le monde par la seule force de sa voix, mesdames, messieurs. Et puis évidemment, ministre de la provoque, parce qu'elle dit au maire, à vos yeux, je suis une ado comme les autres. Non, évidemment, tu n'es pas une ado comme les autres, et aux yeux de personne. Wassim Ayadi, ministre des Nouvelles Technologies. On lui dit de dire Nietzsche et il est sur Instagram. Matin, midi et soir. Non seulement il est sur Instagram, mais avec sa mère, il regarde BFM TV. Et il est tellement ministre des Nouvelles Technologies qu'il y a là une nana en verre qui était avec son téléphone et qui l'a filmé pendant toute sa représentation. Oui, je t'ai cramé. Oui, c'était pas prévu. Mais dis que c'est pas vrai. Le ministre des Nouvelles Technologies, c'est Wassim Ayadi. Farah Lamloum, évidemment, ministre de la Justice. Elle veut être avocate. On en a déjà un. Curieusement, on l'a gardé. C'est pas exclu qu'on le remplace à un moment. Et on t'attend. Parce que nous, les avocats, on a tellement besoin d'un ministre. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu un. Alors, Farah, évidemment, la parole des avocats, c'est la parole de l'inclusion de la démocratie. C'est la tienne. Tu es notre ministre. Paul Petitot, évidemment, ministre de sa cause, la biodiversité. Extraordinaire démonstration de force, de courage, de prix de la parole. Le prix de la parole n'est pas le même pour tout le monde. Quelle extraordinaire démonstration. Tout le reste n'a pas beaucoup d'importance. Paul, tu es le rayon de lumière de cette soirée. Tu es la fusée dans la nuit, Paul. Paul, tu as dit que les animaux et les plantes mettaient de la couleur et de la joie dans la vie. Il n'y a pas que les animaux et les plantes. Ceux qui mettent de la joie et de la couleur dans la vie, il s'appelle Paul Petitot. Félix Alaphilippe. Alors lui, il est ministre des Affaires étrangères. Le mec, c'est le diplomate. Il propose de mettre dans le gouvernement les 3 partis majoritaires. Donc le mec, il s'en fout, c'est un déglingo. Macron, Mélenchon, Le Pen. Et il pense que ça va marcher. L'hallucination totale de Félix Alaphilippe. Le mec prend des trucs. Je voudrais pas, monsieur le maire, dire que Montreuil et faire des caricatures, mais manifestement, il prend quand même des trucs. Sous la gauche, c'est-à-dire sous d'autres temps, il aurait été ministre du temps libre. Bah ouais. Le mec arrive, on est là, bon c'est bien, il dit on a 4 minutes 30. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben on pourrait faire ce qu'on a fait
t'écouter et ne pas regretter de ne pas avoir regardé Koh-Lanta. Miaela, évidemment ministre de la Culture, parce qu'elle nous a expliqué que nous étions tous des marionnettes dans un théâtre. Et puis la culture, c'est aussi le portefeuille qui recouvre la langue française, et quelle merveille! Même si je ne suis pas sûr que ton chapeau soit conforme avec la biodiversité prônée par Paul Petitot, mais quelle merveille, évidemment, quelle histoire, que d'images, que de textes, que de vivacité, que d'engagement. Et je voudrais être ta marionnette dans ton théâtre. Kylian Smaïl, il ne va pas être ministre, mais il va être le taulier, c'est-à-dire le mec qui garde le parti. C'est très important, il garde le parti présidentiel, parce que tu lui poses une question et il te dit « oui, mais non ». Donc le mec du « en même temps », c'est Kylian Smaïl, incroyable, et lui il te dit la bonne nouvelle, c'est Jean-Luc Mélenchon, donc lui, hein, on est bien à Montreuil, on y est à fond, Kylian Smaïl. Keren, évidemment, ministre de la Famille, ton frère, ton petit frère, qui est dans le privé, mais tu t'en fous, parce que toi aussi, tu auras une belle vie. Tu peux prendre le ministère de la Ville aussi, parce que tu en connais un rayon. Et puis moi, je te dis, j'étais pleinement solidaire. Parce qu'avec Clément, avec toi, on est les trois seuls de taille normale dans cette soirée. Tu vois, et moi aussi, ça me fait chier qu'on mette le micro trop haut. Tu vois? Évidemment, mais bien sûr, évidemment, les gens petits sont les vrais génies de ce monde. Et toi, t'as tout qui se met en entrave, des feuilles qui tombent, ton micro qui est trop haut, et pour autant tu y vas. Allez, tu es ministre de la combativité. Et enfin, Maxime, ministre de la Santé. Maxime, c'est le mec qui te fait les leçons d'hygiène corporelle. Il faut se doucher tous les soirs et changer de t-shirt tous les jours. Donc c'est le spot télé. Cette intervention était sponsorisée par le ministère de la Santé, mesdames et messieurs. Et puis évidemment, il pourrait aussi être ministre de l'économie, parce qu'on aurait une économie avec moins de lobby, moins de greenwashing, une vraie économie solidaire et sociale. Eh bien, tu es ministre à la fois, allez, de l'économie et de la santé. Pour quelqu'un comme toi, c'est à ta mesure, Maxime. Et évidemment, el presidente, el conductor. El Che Guevara, mesdames et messieurs, celui qui va régner sur tout ce petit monde pendant 5 ans et plus encore, celui qui utilise ce concours pour utiliser son dictionnaire des synonymes. Oui, car au fond, cette soirée ne sert à rien d'autre que de permettre à Clément d'utiliser ce dictionnaire. Mais il y a un mot que tu n'as pas utilisé et que tu incarnes tellement bien. C'est généreux. Merci, cher Bertrand. Maître Bertrand Perrier, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Et enfin, s'il vous plaît, donnons la parole à celui qui préside ce jury et qui nous accueille en cette soirée, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Patrice Bessac, maire de Montreuil. Bon, moi, j'ai toujours... La première édition, j'étais vraiment... j'avais la trouille. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois que vous montiez sur scène, à la première édition, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? J'avais peur avec les candidates et avec les candidats. Et à la fin de la première édition, j'étais totalement... j'étais plein d'émotions, j'étais très heureux, j'étais plein de confiance. La deuxième édition, je me suis dit, ça va, je l'ai déjà vécu une fois. Ça va être époustouflant, mais ça va. Et la deuxième édition, ça a été exactement la même chose.
et la 3e édition. À nouveau, au fur et à mesure de l'écoute des oratrices et des orateurs que vous êtes, vous savez, il y a des sortes de frissonnements à la fois de l'esprit, mais aussi des émotions, des choses qui viennent et qui dégagent pour moi un sentiment profond de confiance. Et en m'interrogeant dans les quelques mots que j'allais prononcer, maintenant, je me disais au fond, qu'est-ce que nous reconnaissons à travers eux? Sont-ils si extraordinaires? Sont-ils si exceptionnels? Est-ce qu'au fond, nous ne reconnaissons pas, à travers l'exceptionnel que nous reconnaissons, simplement ce que nous sommes quand nous nous donnons la peine d'être sincère, d'être juste, d'être combattant? Et je suis venu avec Victor Hugo comme dernière citation. J'ai appris il y a peu cette citation que je trouve fantastique qui dit « Sauver la liberté et la liberté s'occupe du reste ». Sauver la liberté et la liberté s'occupe du reste. Mesdames, Messieurs, dans un instant, nous allons vous révéler le nom du meilleur orateur ou de la meilleure oratrice parmi les jeunes montreuilloises ou montreuillois. Mais pas tout de suite! Mais non, pas tout de suite, car il nous reste une dernière chose à dire, ou plutôt 2 dernières personnes à remercier, celles et ceux qui ont fait le concours. Alors s'il vous plaît, une dernière fois, une avant-dernière fois en fait, mais s'il vous plaît, une dernière fois ou une avant-dernière fois, tous vos applaudissements pour les professeurs de Montreuil qui ont accompagné les lycéennes et les lycéens, Gabriel, Claire, Caroline, Cécile, Jamila, Hélène, Élise, Anne, merci beaucoup. Merci à toutes. C'est grâce à vous, mais pas seulement à vous, grâce aux formateurs et formatrices. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Raphaël Martin, Raphaël Solène, Margot, Aurélia, Guillaume, Élise, Jérôme. Et enfin, merci à toutes les équipes de la mairie. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci à toutes les équipes de la mairie sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et maintenant, pour remettre le prix de la soirée du meilleur orateur ou de la meilleure oratrice de Montreuil, ah oui, qui gagne 1 an de cinéma. Bon, je suis même pas sûr que les candidats eux-mêmes étaient au courant, bah vous l'êtes maintenant. Du coup, ceux qui vont perdre seront déçus. Désolé, mais par contre, le gagnant ou la gagnante sera heureux ou heureuse. Pour remettre ce prix, j'appelle, s'il vous plaît, le président du jury, Patrice Bessac, maire de Montreuil. J'ai l'honneur, au nom du jury réuni, de remettre le prix des libres parleurs de Montreuil à Miraela. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ouais, je peux enfin vous dire bonsoir parce que la première leçon, c'était de ne pas commencer le discours par bonsoir, bonjour. Bon, j'en profite. Je tiens d'abord à vous remercier tous. Remercier les responsables du concours, de l'organisation et du déroulement de ce concours qui n'est pas seulement un concours d'éloquence.
Je veux remercier mes camarades avec lesquels on a passé un moment magique ensemble. Je n'oublierai jamais. Je veux remercier Margot et Hélène, qui sont deux femmes géniales, deux femmes incroyables, qui ont été avec nous dès le début jusqu'à la fin. Ces femmes ne nous ont pas donné seulement des conseils, elles nous ont donné de l'amour, comme si on était leurs enfants. Je tiens à remercier aussi ma famille, qui sans doute a fait les meilleurs choix, grâce auxquels j'ai l'honneur de me retrouver ici. Puisque le micro, il est toujours à moi et personne ne m'en arrachera pour l'instant. J'en profite pour dire encore quelque chose. Je me suis aperçue que le monde dans lequel on vit n'est pas le meilleur des mondes, comme le dit Pangloss dans Candide. Souvent, en regardant la misère, j'ai envie de crier, de dire tout ce que j'ai à dire, et il faut savoir que j'ai beaucoup de choses à dire. En regardant les hommes se dirigeant vers leur propre fin, je souffre. Et si la fin est inévitable, j'espère sincèrement que ça sera une telle fin qui marquera un nouveau début, le début du meilleur des mondes. Si je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai envie de vous donner au moins une part de ce que je me donne à moi-même. Et je vous promets que ce n'est pas la dernière fois que vous entendez ma voix. Ouais, j'ai senti, vous voulez applaudir, c'est pas maintenant. Enfin, j'ai gagné ce soir, c'est vrai, mais ce que j'ai gagné réellement, c'est votre écoute. Et peut-être mon message sera une victoire pour vous. Merci. Merci beaucoup. On peut appeler tout le monde, tous les candidats, rejoignez-nous s'il vous plaît. Pour, allez, les professeurs, allez, les formateurs, s'il vous plaît, une photo de famille. Merci à toutes et à tous. Le jury, mais s'il vous plaît, mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Venez, mais venez. Merci à toutes et tous, merci à vous pour votre écoute. Merci à Montreuil pour son accueil. On vous souhaite une excellente soirée. Et on vous retrouve en fait tout de suite, puisqu'il y a un pot juste après dans la salle à côté. Bonne fin de soirée, à tout de suite. Merci à toutes et à tous. Vive Montreuil, vive l'éloquence. Merci beaucoup.